Donc, on en est resté à cette fameuse nécessité de couvrir les sols, de travailler différemment. Et en fait, on va voir arriver nos désherbants modernes. Donc, voilà, et le glyphosate qui est le dernier de cette série des grands désherbants modernes qui tuent les plantes globalement. Donc, on va s'intéresser à ce phénomène glyphosate et finalement la démarche qui est engagée par les agriculteurs, qui est une démarche qui aujourd'hui va de la chimie vers la logique de fonctionnement de la biologie. Pour ça, je l'appelle la bio-logique. C'est pour ne pas tout à fait mettre en avant l'agriculture biologique qui travaille trop les sols, parce qu'elle aura des problèmes, celle-là, et on commence à le deviner. Moi, je le vois, je suis en avant-première sur les fronts pionniers de l'agronomie et je vois arriver autant de problèmes en agriculture bio que chimique globalement. Donc, on va un petit peu aborder ça et la mise en perspective. En fait, ce que vont imaginer les Américains grâce à ce savoir-faire des Amérindiens, couvrir le sol, ne pas le travailler, etc. Si je suis manuel, aucun problème. Si je suis mécanisé, je ne sais pas faire. Et donc, le désherbant, il va permettre une alliance improbable. C'est j'ai une plante, je la tue avec un herbicide et je sème dans le sol, toujours couvert, jamais travaillé, une nouvelle plante dans le champ. Et les premières cultures qui vont être mises en place, c'est je sème de l'herbe dans une prairie dégradée que j'ai désherbée avec du 2,4-D. Ou alors, je tue ma prairie à l'atrazine et je sème du maïs directement sans travailler le sol. Et finalement, les Américains, avec ce raisonnement-là, ils vont se rendre compte qu'ils vont faire naître la conservation des sols dans l'idée qu'ils vont essayer de conserver la terre fertile sur laquelle ils font de l'agriculture. Et ce qu'ils vont remarquer très très vite, c'est que ces techniques-là, elles vont amener des gains énormes. Elles vont combattre la dégradation des sols. Mais mieux que ça, moi j'ai vu aux États-Unis des systèmes historiques dégradés par le Dust Bowl complètement restaurés avec 40 centimètres de terre noire aujourd'hui. C'est-à-dire en gros 1 centimètre de terre par hectare et par an reconstitué grâce à cette technologie. Autre débat, ça maîtrise le flux de l'eau, c'est-à-dire comme le tissu végétal il va faire une litière, ben, il va mieux gérer l'eau, moins d'érosion ou pas du tout. On va recharger le profil en matière organique et on va redonner à manger aux êtres vivants qu'il y a dans le sol, aux vers de terre et tous leurs collègues, parce que ça grouille globalement, et pour recréer une structure biologique, c'est-à-dire la maison du sol. Et donc, cette alliance improbable, elle est complètement incomprise en Europe, et puisqu'en Europe, on aura le désherbant avec le travail du sol. Et ça va mettre beaucoup de temps à être compris, à venir. Et donc, on aura un gars génial qui va arriver, qui est un Français, qui est Lucien Segui, qui est l'agronome du CIRAD, mais qui va développer son savoir-faire au Brésil, qui va commencer à faire ce lien-là sur les fronts pionniers où on coupe la forêt. Et du coup, les agriculteurs sont en train de s'intéresser à l'agriculture de conservation, travail simplifié, semi-direct et désherbant sur ces zones-là où la pluie érode tout très vite. Et Lucien Segui va arriver, puis va commencer à améliorer tous ces systèmes de culture et faire naître ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie. Réellement, il en est un des papes, je dirais. Moi, je suis de l'école à Lucien Segui et ce qu'il va permettre, c'est un regard différent sur les produits phytosanitaires, notamment les désherbants, mais tous les autres, avec l'idée que on peut tuer les plantes mécaniquement sans aucun problème avec des simples rouleaux à des moments clés de leur physiologie. Et à ce moment-là, il va se rendre compte que on peut minimiser, voire supprimer complètement les pesticides. Alors il n'aura pas vécu assez longtemps pour aller au bout de son raisonnement, sauf qu'il va nous permettre de positionner ces nouveaux raisonnements dans l'agriculture. Et aujourd'hui, on peut sortir du piège du euh, phytodépendant quelque part. Et moi, je travaille actuellement sur les systèmes identifiés par Francis Chaboussou, par exemple, qui en son temps, dans les années 70, a réfléchi à la maladie des plantes et puis il a écrit des livres, dont un qui est encore accessible, qui s'appelle Les plantes malades des pesticides. Et on revient
exactement ce qui a été cité précédemment, c'est-à-dire qu'une plante en bonne santé n'est quasi jamais malade, et il en a donné, Francis Chaboussou en a donné les règles, et qu'un des facteurs limitants pour la santé des plantes, ben, ce n'était pas les pesticides, etc., c'est d'abord des activateurs biologiques qui sont des oligo-éléments. Donc, on commence à piger que la nature, elle fonctionne avec des catalyseurs qui sont des oligo-éléments. Il en faut très peu, c'est très efficace, on peut aller très loin. Et on a des stades très particuliers où on peut gérer les plantes avec autre chose que des pesticides. Et maintenant, le monde agricole, il est confronté à ces deux grands savoirs, c'est-à-dire je ne travaille plus le sol, je le couvre en permanence, je mets du glyphosate pour y aller et je remets une autre culture, d'apprendre avec le glyphosate à ne plus l'utiliser, parce que ça va être ça le projet agricole, et de l'autre côté, du désherbant présent partout dans des systèmes où on travaille intensivement les sols et où on met finalement, avec l'érosion et la dégradation des sols, toutes nos matières actives dans l'eau, et tout le monde râle et c'est bien normal. Et donc voilà, ce pas de temps il est arrivé. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus à l'aise pour parler du glyphosate. Je dirais que le glyphosate, c'est une espèce de gomme, quelque part. C'est-à-dire, si je ne sais pas bien faire mon métier, j'appelle du glyphosate ici sur la photo, et finalement, ben, je me tire mon épine du pied avec ça. Et petit à petit, je dois permettre à un agriculteur d'évoluer vers un système agroécologique où une plante peut se tuer de plein de façons différentes sans jamais utiliser un pesticide. Donc ce pari-là, il est engagé. Moi, je le mène à la vachereuse avec des agriculteurs pionniers, à Vers de Terre Production ou ailleurs. Et puis l'idée, c'est d'en faire des systèmes qui fonctionnent en routine, à haute productivité, pour que ça intéresse un paysan réellement. Alors on continue, on s'est intéressé à nos systèmes agricoles, et puis petit à petit, on commence à comprendre que si je veux enlever du glyphosate, il va manquer du carbone. Et finalement, le carbone de la forêt, c'est 11 tonnes de matière sèche, de la litière, c'est pratiquement 30 tonnes de matière sèche en restitution. Donc ça, c'est la bibliographie qui nous le donne. La milpa, c'est encore très, très performant, puisqu'on pourrait dire qu'il y a autant de rhizodéposition dans un système sol-plante que de racines quasi, hein. Et la prairie reste encore très, très performante, et je l'ai comparé à un tournesol en culture principale qu'on pourrait avoir dans les coteaux du Gers, dans le sud de la France. Donc, je vais récolter 2-3 tonnes de grains, il va me rester 2 tonnes de paille, 4 tonnes de racines, 4 tonnes de rhizodéposition. Où finalement, j'ai 8 tonnes de matière sèche, de matière organique qui va nourrir le sol, contre 30 pour une forêt, plus de 20 pour une milpa et quasi 20 pour une prairie. Donc, on est très embêtés, nos systèmes agricoles, il manque un truc, et on a commencé à comprendre qu'il manquait la paille, tout simplement. Donc ça va nous permettre de progresser énormément. On a compris que c'est la plante qui construit la terre fertile sur laquelle elle prolifère, tout simplement, hein. Alors en disant aux paysans des choses simples, un paysan, il ne sait pas créer une galerie de vers de terre, ni la porosité biologique, ni la matière organique stable, ni les glomalines, ni les argiles, ni les limons, ni les complexes argilo-humiques, etc., ni la CEC. Donc pour faire ça, il faut une plante qui pousse, et il faut laisser faire les plantes. Donc voilà, ça c'était le maître mot principal. On s'est dit que la nature est complexe, et puis qu'on va utiliser cette complexité dans l'acte de production. Donc ici à droite, vous avez les premières maquettes qu'on faisait avec François Mullet sur les maraîchages sur sol vivant. C'est-à-dire, là, ça a été la grande, grande innovation, c'est-à-dire toutes les plantes poussent uniquement quand le sol digère de la paille. Et on a réussi à avoir des productions égales à un système NPK avec de l'ammonitrate de chez Yara. Et là, tu dis, bon, OK, il y a un truc qu'on n'a pas compris et que les paysans pourraient peut-être mettre en œuvre en routine. Alors, ce qu'on n'a pas compris, c'est des choses très simples. On sait très bien que si je passe une vache dans un broyeur, ça ne fonctionne plus très bien pour produire du lait. Et c'est vrai pour n'importe quoi de la nature. Par contre, pour un sol, je vais avoir un raisonnement toujours identique. Je pense que la terre fertile que me fabrique une plante dans sa prairie, si je la passe dans un turbomixeur, ça doit fonctionner mieux. Et en fait, si on admet que le sol est une construction végétale
que c'est la plante qui construit la terre fertile sur laquelle elle prolifère, ben, finalement, la passer dans un broyeur, eh ben, ça ne poussera pas très bien derrière, ça ne marchera pas très bien. Donc, bon, on a amené ce débat-là un petit peu brut de décoffrage aux agriculteurs pour qu'ils réagissent sur des choses quasi évidentes et qu'ils se remettent à réfléchir que le sol, c'est une entité à part entière qu'il va falloir préserver. Alors voilà l'équation de la pollution, hein. Je prends une terre, une prairie, je la travaille trop, je la broie, il arrive de l'eau et j'en extrais tous les arômes. Ça s'appelle faire du café, tout simplement. Et donc, si je veux arrêter de polluer, je dois arrêter de broyer ma terre fertile. Je dois faire une agriculture qui correspond au rythme de la plante. Et donc, tout ce débat-là, on l'a mis en place. On peut faire plein d'expériences avec les agriculteurs. Ça, c'est de l'éducation populaire, je dirais, dans nos métiers. D'un côté, on a une monoculture de maïs avec travail du sol sans couvert végétal. On prend une motte de terre, on la met dans l'eau, elle fond comme du sucre. Et de l'autre côté, c'est le voisin, les champs se touchent. Et là, je ne travaille plus le sol, je fais du semi-direct et j'ai le maïs en monoculture, mais tous les hivers, j'ai un couvert végétal en plus. Et là, on voit que si on prend une motte de terre, eh bien, elle est structurée, elle tient, elle ne se dissout pas dans l'eau. Et finalement, la couleur de l'eau me donne le niveau de pollution quasi. Et donc, si je veux ne plus polluer en agriculture, je regarde d'abord la couleur de l'eau. Et tout de suite, je comprends que ça va aller plus facile dans un cas, c'est-à-dire dans ce cas-ci, l'eau est quasi propre, que dans l'autre, elle est polluée. On s'est proposé d'amener à l'agriculteur une équation. L'équation de la pollution en agriculture, c'est très simple. La nature, elle nous fait une liaison carbone-azote. Cette liaison carbone-azote se traduit par de l'humus. J'ajoute de l'oxygène avec de l'énergie et le travail du sol. Donc de l'oxygène va réagir avec le carbone et l'azote. Ça va vous faire carbone plus oxygène, CO2. Et carbone plus azote, comme il y a beaucoup de... Non, carbone plus... Non, azote plus oxygène, pardon. Comme il y a beaucoup d'oxygène, ça va faire des nitrates susceptibles de fuir. Donc, dès que je travaille le sol, je vais accélérer la minéralisation et la production de nitrates, auxquels je rajoute de l'ammonitrate, et après, on s'étonne qu'on a des nitrates partout, dans tous les cours d'eau, etc. Donc, on se disait, ben, on va déjà enlever les nitrates qu'on amène, on pourrait amener autre chose, et on va minimiser, voire supprimer le travail du sol pour faire une agriculture qui copie la nature dans un rythme d'humification. Et donc ça, c'est très compliqué parce que c'est absolument pas admis alors que c'est l'évidence. Et on a cherché si d'autres agronomes travaillaient sur ces évidences-là. Donc on a donné un petit peu les principes. Je détruis la maison, j'exporte la paille, j'aurai mes équations de pollution. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est de regarder. Donc on fait faire des photos aux agriculteurs. Voilà, une fois que l'eau est partie, ce qui peut rester dans une parcelle. Donc, ça nous laisse toujours très dubitatifs. C'est généralisé en France, mais en Europe. Et puis, bon, c'est normal, il y a eu un accident quand on écoute certains. On se rend compte que la carte de l'érosion, ben, c'est tous les grands bassins agricoles français. Plus c'est noir, plus il y a de l'érosion globalement. Donc, c'est assez pertinent. Et on a essayé de mettre en lien ces cartes avec le lessivage des nitrates, par exemple. Et donc, ça colle presque. Voilà, on pourrait dire, se superpose pas trop mal. Et force est de constater que si c'est vrai pour la Bretagne, les nitrates et l'élevage, c'est absolument pas vrai pour, par exemple, l'Est ou le nord de la France ici. Et donc, on se rend compte qu'on a des nitrates partout et qu'on n'a pas forcément comment dire, de l'élevage partout. Et donc, on pense que le lien entre les nitrates et l'érosion, c'est le même, c'est-à-dire c'est trop de travail du sol. Alors, on regardait les protéines, pareil, c'est des endroits où on produit beaucoup de protéines, mais le Massif central en France, c'est assez intéressant. Beaucoup de protéines produites, pas trop de nitrates lessivés et quasiment pas d'érosion, parce qu'on est encore sur des systèmes très riches en prairies. Donc, on voit bien que les nitrates, c'est plutôt entre le travail du sol et finalement l'agriculture et les pratiques agricoles et la carte de l'érosion que ça va être corrélé beaucoup plus qu'avec l'élevage.
Puis finalement, on s'est sorti cette courbe-là, elle est intéressante. C'est la courbe qui a été faite en 2011 par l'Adréal de Bretagne. C'est tous les programmes, enfin, c'est la qualité de l'eau de tous les cours d'eau bretons. Elle est moyennée et en fait, on se rend compte que dans les années 80, il n'y avait pas beaucoup de pollution. On était même à la norme européenne d'aujourd'hui, celle qu'on aimerait avoir partout. Et la pollution de l'eau en Bretagne, elle va monter en flèche entre 80 et les années 90 ici. Et on se rend compte que dans cette phase-là, on va avoir les quotas laitiers, la première restructuration laitière, c'est-à-dire avec 2 fermes, j'en fais une, je laboure les prairies. C'est une forte perte des prairies. En Bretagne, on va perdre à peu près 400 000 hectares de prairies sur 2 millions d'hectares SAU. On va travailler le sol intensivement avec l'arrivée des cadres motrices, des herses rotatives, etc. Et la PAC de 92 nous promet des primes à la céréale, donc on s'en donne à cœur joie. Et finalement, on voit que il y a une flambée des nitrates avec finalement une mise en production céréalière des terres qui étaient auparavant en prairie, plus les autres où on va intensifier pour aller choper des primes, tout simplement. C'est la chasse à la prime PAC. Et ça va durer quasi 10 ans, parce qu'ici on est en 2000. Donc au bout de 10 ans, on n'a absolument pas réglé un problème de nitrate, sauf que peut-être il pleut un peu moins, mais en moyenne, on est toujours à 50. Il va y avoir une décrue puisqu'on a perdu beaucoup d'humus et ensuite ça va se stabiliser au gré des restructurations et des pertes d'élevage, c'est-à-dire à chaque fois qu'on perd un éleveur, eh ben, on va labourer pour semer des céréales. Et donc aujourd'hui, ben, on sait que c'est absolument pas stabilisé, on est autour des 40 mg et on n'arrive pas à baisser. Et donc chercher l'erreur, est-ce que ce sont les animaux, les herbages, les ruminants ou finalement des pratiques agricoles qui sont obsolètes, celles du travail du sol. Donc on pense que le travail intensif du sol sème sa zizanie dans le système environnemental. Mais ça, c'est quasi tabou dans la profession agricole de discuter de ça parce que ben, les tenants du développement de la révolution verte faite avec le travail intensif du sol et les intrants et la chimie, ben, en France, ça s'appelle la FNSEA et c'est très très compliqué de lui faire regarder le résultat de sa politique agricole qu'elle a co-gérée avec le ministère de l'Agriculture en France. Donc c'est des dossiers très 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 complexes à mener parce qu'on n'est plus dans le constat, on est dans le déni et la sociologie. Donc, ça fait appel à d'autres ressorts dans le développement agricole. L'INRA nous a montré qu'il y a une perte généralisée de matière organique des sols, c'est-à-dire plus c'est foncé, plus vous avez de la matière organique. Alors là, c'est sur le carbone, hein, et plus c'est clair, plus vous en avez perdu. Donc, quoi qu'il arrive, allez, en 20 ans, vous perdez. C'est des années 80 aux années 2000. Donc, on a une baisse généralisée de l'humus qui se traduit par une montée inexorable des nitrates. Alors, les nitrates, on les a trouvés chez les Américains. Ils nous faisaient des jolis records du monde du labour. En 24 heures, je sais travailler 321 hectares. Et donc, quand on prend les abacs des modèles américains de l'ARS, eh bien, on se rend compte qu'un seul passage d'outil, c'est une minéralisation d'humus qui correspond à perdre 500 kg de carbone pur dans l'atmosphère sous forme de GES. Et comme le C sur N de l'humus c'est 10, c'est 50 kg d'azote minéralisé. Et ça, c'est immédiatement au passage d'un outil. Donc maintenant, vous passez 2 outils, donc vous multipliez par 2. Et ce que nous ont montré les Américains, c'est que pour comprendre la perte de gaz à effet de carbone du sol et la minéralisation d'azote, il fallait venir mesurer immédiatement, après l'ouverture du sol, il fallait venir mesurer l'émanation du CO2. Et ils se sont rendus compte que c'est dans les 24 heures après travail du sol que les pertes de CO2 sont les plus importantes. Et ils nous ont établi des courbes là-dessus qui sont assez intéressantes. Je ne travaille pas le sol, j'ai une prairie, ben je n'émets que 10 grammes de CO2 au mètre carré. Je travaille le sol 10 centimètres, j'ai mes 50 grammes de CO2 au mètre carré. Un petit peu plus profondément, à 15 centimètres, je suis à 105 grammes au mètre carré. À 20 centimètres, j'en ai 200. Et à 30 centimètres ou à 28, j'ai 230 grammes de CO2 au mètre carré. Et ça, c'est dans les 24 heures qui suivent le travail du sol. Donc, on se rend compte que beaucoup de nos méthodes scientifiques ne sont pas tout à fait calées
que si on veut avoir une bonne appréciation du risque environnemental, il faudrait suivre une machine réellement. Donc ça, c'est pas toujours fait dans les méthodos, c'est peut-être même jamais fait en France. Et donc, ça donne lieu à tout un tas d'aberrations où on pense qu'en travaillant le sol ici, on va protéger aussi bien l'environnement qu'en ne le travaillant pas. Or, c'est pas possible. C'est tous les modèles, toute la nature, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on analyse nous disent que les systèmes perturbés sont très polluants, alors que les systèmes qu'on pourrait fermer par la couverture des sols et le recyclage et le fonctionnement en cycle, eux, pourraient être très peu polluants. Donc ça, c'est un système. Tous ces dossiers-là arrivent avec les bilans carbone, etc. Et on se rend bien compte que l'agriculture, elle doit bouger. Ils nous ont donné, là, ici, les Américains, c'est la courbe qui nous montre que quand je laboure une prairie du Middle West, allez, on va être à 4% de matière organique. 20 ans après, on est quasi à 2%. Donc, on a divisé par deux le contenu de l'humus là, c'est du carbone pur, hein, donc c'est quasi 7-8% de matière organique. Donc, on va diviser par deux la quantité de carbone. Et quand vous enlevez le carbone du sol, vous pouvez vous faire à 4% de matière organique, vous êtes à 2, ben vous allez perdre 45 tonnes de carbone, c'est 8 tonnes de CO2 par an, mais c'est 225 kg d'azote minéralisé par hectare et par an. Et toute cette minéralisation finit en nitrate. Et l'INRA, dans les années 88, nous avait alerté que probablement la pollution par les nitrates venait de la perturbation liées au travail du sol et à la perte de la matière organique. Mais ce dossier-là, aujourd'hui, n'a pas été validé ni trop recherché parce que ça fait des ordres. Ça veut dire que ce n'est pas les animaux, ce n'est pas les boucs émissaires, c'est pas la fertilisation, c'est en fait, voilà, ça faisait un petit peu désordre. Donc, on a préféré garder notre bouc émissaire qui était l'élevage et le fumier et l'Élysée. Autre débat qui va nous arriver là dans ces sols, c'est que depuis 2015, on sait que on a une réaction de Fenton qui se produit sur les sols nus, c'est-à-dire les rayons ultraviolets du soleil en présence de fer du sol plus d'oxygène, c'est un hyperoxydant qui fait perdre l'humus irrémédiablement. Donc de toute façon, un sol nu est un sol condamné à se dégrader. Donc ça, aujourd'hui, on le sait. Donc on travaille aussi là-dessus. Donc vive la couverture des sols. Et on fait tout un tas de constats que pour l'agriculteur, le carbone, il est vert parce qu'il vient tout de la chlorophylle et que la chlorophylle, c'est du carbone. Et que ce carbone, en fait, il va être dégradé pour donner naissance au noir et à l'humus, qui n'est en fait que l'excrément de l'activité biologique du sol. Donc, on a un cortège vivant, nourri de carbone, constitué de carbone, gestionnaire du carbone et diffuseur du carbone, au rythme où va la biologie et pas au rythme où vont les outils. Donc, ça, c'est super intéressant parce que ça nous donne notre fameuse MILPA, mais ça nous donne aussi la possibilité de créer d'autres systèmes agricoles, c'est-à-dire, on s'était permis de dire que quand le sol mange du carbone, en fait, il produit de l'azote, hein, si je veux être poli. Et ça, on l'a vérifié partout, partout, partout. On a fait des milliers d'exemples sur le maraîchage sur sol vivant et ça fonctionne quasiment partout, tout le temps. Donc ça, c'est la vraie révolution agricole qui nous dit qu'il est possible de faire une agriculture sans pesticides. Donc, premier constat, on est chez les maraîchers, des petites surfaces, quelques mètres carrés à quelques hectares. Et aujourd'hui, on apprend de ces modèles pour les transposer dans les autres systèmes de culture. Alors voilà comment ça marche hein, globalement. La première plante qui pompe des nitrates, ça s'appelle un kénopode. Ce kénopode, il est mûr, il produit du bois. Et plus jamais il n'y aura de nitrate dans le sol. Voilà. C'est voilà la nature, comment elle se met en place. Le bois, il va se dégrader, il devient noir, il s'enrichit en azote, les azotobactères arrivent ici, et finalement, il se produit des acides aminés qu'une racine peut déjà récupérer, et le reste va être mangé par des vers de terre et d'autres individus qui vont produire en fait de la matière organique et de l'urée principalement qui va minéraliser en ammonium et tous les autres éléments du tableau de Mendeleïev quasi vont arriver là que la racine reprend. C'est-à-dire plus je nourris avec de la litière riche en paille, en bois, en lignine, en carbone, plus je vais produire du NPK et plus la plante va pousser. C'est-à-dire
la fertilité du sol, c'est relativement simple. Je fais confiance à la biologie, plus je nourris et plus je produis. Ça nous a donné ce genre d'expérience. Donc, on a commencé à s'entraîner sans pesticides, tout simplement. Peut-on, comme nous le disait Lucien Segui, détruire une plante par simple roulage? Et la réponse est oui, ça marche très très bien. Ça se fait quand la plante est à floraison et quand vous utilisez des plantes à contre-cycle les unes des autres. C'est-à-dire, je fais un couvert d'été qui est en fleurs et dans ce couvert d'été qui est une annuelle d'été, je vais semer une céréale d'hiver. Et ça nous a beaucoup appris de choses. Et c'est là que le glyphosate nous a énormément aidé à sécuriser la réflexion avec les agriculteurs. Le glyphosate, en fait, s'est avéré être une gomme très, très, très efficace pour les envoyer, je dirais, au feu d'une autre agriculture. Et ça, c'est du coup, moi, je suis un militant pour le conserver, à condition que l'on construise la suite, parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, on s'est rendu compte que la nature nous produit plein de carbone partout et on a cherché du carbone. Un maïs en silage, ça va laisser que 5-6 tonnes de matière sèche au sol. Mais si je fais mon couvert plus un maïs grain, eh bien, j'aurai 20 tonnes de carbone au sol et je pourrais encore récolter le fourrage vert plus le maïs grain et laisser 2 fois des racines et la paille au sol. Une prairie à 6 tonnes, elle fait déjà 10 tonnes de matière organique pour le sol. J'intensifie la productivité de l'herbe parce que je peux mettre d'autres plantes ou faire des sursemis. À 14 tonnes de fourrage, j'ai 20 tonnes de matière organique en matière sèche pour nourrir le sol. Et on se rend compte que les résultats environnementaux de l'agriculture pauvre en matière organique ou riche en matière organique ne sera pas le même. Son bilan carbone non plus, sa capacité à produire non plus, sa capacité à l'autofertilité non plus. Et donc, on est rentré dans cette agriculture productive à base de carbone. Alors, on l'a dessiné comme ça, on a projeté notre écosystème produire, consommer, recycler sur le plan. Et puis, c'était assez facile à comprendre. Soit j'ai beaucoup de plantes, soit j'en ai pas beaucoup sur l'axe vertical, soit j'ai beaucoup de perturbations, soit j'en ai plus du tout sur l'axe horizontal. Et là-dedans, vous pouvez paramétrer toutes les pratiques agricoles, tout simplement. Et on peut mettre tous les agriculteurs dans cette espèce de plan ici, orthonormé, hein, à la limite, soit pas de couvert et beaucoup de perturbations, je rentre dans le désert, ou l'inverse, c'est-à-dire de plus en plus de couverts et de moins en moins de perturbations, et je rentre vers des systèmes agroécologiques. Et on se rend compte que si ici j'aurais besoin de la chimie pour me sortir du piège, eh bien ici il va se produire une autre agriculture qui est beaucoup plus conforme aux règles de la nature. Et donc on entraîne les agriculteurs à s'échapper du désert pour entrer dans la forêt vierge végétale. Alors comment on va faire? Donc on a des choses chères et des choses gratuites. Et là aussi, ça a été un petit peu une surprise. L'azote des cultures, je paye, l'ammonitrate, c'est cher. Le soja des rations, l'azote qui fuit dans l'eau, le carburant pour travailler la terre. Je déchaume, je gaspille de l'énergie, les machines, les pièces d'usure et le temps que j'y passe. Tout ça, je le paye. Alors que la légumineuse, elle pourrait être gratuite. La matière azotée qu'elle produit pour les fourrages aussi. Je recycle mes lignes frates parce que mon système est vivant et bien fermé. Eh ben, c'est tout ça de gagner. Le soleil est une bonne bioénergie qui me fait pousser les plantes à l'inverse d'une machine, mais qui me consomme du carburant. Le sol est couvert, je n'ai pas de travail du sol et l'activité biologique travaille à ma place, la terre fertile que j'ai besoin de produire. Et donc, on se rend compte que la nature, elle va vers une proposition agricole qui est la gratuité. Donc ça, je pense que c'est perturbant quand on est économiste aujourd'hui. On se rend compte que les Américains, ils ont depuis 2008 un modèle pour séquestrer du carbone dans les sols. Et ce modèle, il a étalonné, selon le pédoclimat, de 0,5 à 1,5 tonne de carbone séquestré par hectare et par an. Et ça se fait par la suppression du travail du sol. C'est-à-dire c'est un modèle de conservation des sols qui s'imposera comme l'axe majeur de la politique climatique agricole qui se prépare. Donc ça, on le sait, on n'est toujours pas prêt, on n'est toujours pas armé politiquement pour entrer dans ce débat-là. Et on a commencé aussi à faire notre bilan carbone de la vache heureuse. On s'est dit, tiens, la vache, elle pollue ou elle ne pollue pas réellement? En fait, quand on regarde uniquement les préconisations de l'ADEME
Et des instituts français ont dit, tiens, la vache pollue parce qu'elle fait tout ce qui est en rouge, là, 9,7 tonnes de carbone pur qu'elle remet dans l'air, avec sa rumination, ses achats d'intrants, etc. Et en fait, on a décidé de mettre la vache dans son champ, dans le flux de carbone de la nature. Et du coup, on va se rendre compte que la vache, elle rumine des plantes qui ont poussé, qui ont capté 10,7 tonnes de carbone. Là, que pour faire pousser ces plantes, j'ai acheté 0,5 tonnes de carbone à l'extérieur. Donc ça, c'est pour 1 hectare moyen au sein de la vache heureuse. Que la vache, finalement, elle va manger tout ça, elle va polluer en partie, elle va ramener du carbone dans l'air. Mais il va se passer quelque chose de très intéressant. Des bonnes pratiques agricoles vont me séquestrer du carbone dans le sol, 0,5 tonnes de carbone, et je vais avoir 1 tonne de carbone renouvelable qui va vers la société. Ça s'appelle l'alimentation. Et on s'est rendu compte que la société, elle spolie les agriculteurs de ce flux de carbone. C'est-à-dire que le carbone renouvelable que produit la vache n'est pas mis au crédit de la vache. Au crédit de la vache, en fait, ou à son amende, je dirais, on lui met du carbone qu'elle pollue. Mais ça, la nourriture, on n'en parle jamais. La séquestration de carbone dans les sols avec des bilans uniques positifs, on n'en parle jamais. La capacité à récupérer du carbone avec les fourrages, on n'en parle jamais, parce qu'en fait, on ne dit jamais que la rumination qui revient dans le CH4 qui revient dans l'air, c'est quand même des plantes qui ont capté du carbone quelque part. Et donc, quand on fait le bilan total, on se rend compte que les agriculteurs de la vache heureuse, ils enlèvent 1 tonne de carbone dans l'atmosphère par hectare et par an, et que c'est le citoyen qui va manger la production agricole d'1 tonne de carbone renouvelable qui va vers la société, qui va équilibrer le flux. Donc finalement, ma vache est plutôt très performante, c'est le citoyen qui pollue, et elle est dépollueur net du système agricole. Donc ça, c'est les grosses surprises. Quand on travaille sur le flux de carbone, on peut commencer à faire les grosses tendances. Et on a finalement tout un tas de postes de gestion qui sont dans l'autonomie, j'achète le moins possible d'intrants, qui sont dans la maximisation de la production agricole, je capte le plus possible. Ensuite, je produis le plus possible vers la société, je stocke le plus possible dans le sol, je minimise les émissions de gaz à effet de serre, et on pourrait rajouter les arbres qui ne sont pas comptés dans nos bilans. Donc, on va se rendre compte qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 postes de gestion sur le problème du carbone dans une ferme. Donc, on n'est absolument pas sec pour avoir une super agriculture qui est l'outil de gestion du carbone excédentaire de la société. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que ça va nous donner des armes énormes dans le débat public aujourd'hui. On se rend compte que le compost, c'est un mauvais projet. Donc ici, on a une stabilité structurelle du sol à 48 heures, un sol qui a été fabriqué avec du compost, et vous avez la recette, 1 kg de terre, 100 grammes de compost, vous mélangez, vous laissez maturer 5 mois, et quand vous démoulez votre mode de terre, 48 heures après, plus de stabilité structurelle, donc le compost n'améliorera pas les sols. Et derrière, on a la même chose avec des engrais verts qui ne sont pas des produits, disons, favorables à l'environnement. Par contre, favorable à l'environnement, la paille, ça marche très bien. Stabilité structurelle des sols, il résiste à l'eau. Et le bois, pareil, ça résiste à l'eau. Donc, on est inquiet. Le compost est un engrais et ça n'améliorera jamais les sols. Donc, tout ça, je me suis permis, avec François Mullet et mes collègues agronomes, de commencer à mettre de l'ordre dans les pratiques agricoles pour avoir des systèmes agricoles différents. Et aujourd'hui, on a eu la grande surprise de tomber nez à nez avec une grosse difficulté. C'est-à-dire qu'en agriculture biologique, la lutte par les outils ne fonctionne déjà plus. On a des monstres biologiques qui sont apparus, des rairas, des vulpines, du géranium, du datura, de la lampourde, de l'almincie, par exemple. Et là, toute lutte par un outil, une bineuse, est quasi impossible. Ça pousse plus vite que ne passe la bineuse. Et en chimie, on a exactement les mêmes problèmes. C'est-à-dire que nos plantes résistent aux pesticides, c'est-à-dire, et c'est exactement les mêmes qui commencent à résister. Et donc, nos deux grandes techniques de désherbage qui sont les pesticides, les désherbants d'un côté et le travail du sol de l'autre, ne marcheront pas demain, et tout le monde arrive dans l'impasse.
Donc, conclusion, tout le monde est obligé de bouger et on a proposé que le modèle productif et propre sans chimie pourrait être une prairie, tout simplement. Et une prairie, elle nous donne l'enseignement de ce que sera le nouveau projet agricole. Donc, une prairie, ce sont des graminées, des légumineuses et d'autres plantes. C'est toujours couvert, c'est jamais travaillé, des racines toujours actives, plus jamais de lumière qui touche le sol, une ration du sol, c'est-à-dire une nutrition du sol par des systèmes racinaires, 60% du rendement total revient au sol, donc on est conforme à l'écosystème. Les légumineuses sont omniprésentes, c'est le moteur azote du système et ça pousse tout seul, pas besoin d'engrais. Et finalement, on se rend compte que ces sols-là hébergent une très forte biodiversité, au moins 3 tonnes de vers de terre, mais tout le reste en plus. Tout peut être recyclé sur place, donc peu ou pas de fuite. Et on a une forte porosité biologique dans ces systèmes que l'on pense être le moteur réellement de la minéralisation organobiologique. Et donc l'idée, ça a été de construire des systèmes de culture qui copient le fonctionnement de la prairie pour les agriculteurs. Donc ça, c'est en fait, ça ressemble à une mille-pas. Graminées, légumineuses, autres plantes. Donc graminées, le maïs, légumineuses, le haricot, autres plantes, la courge. Et là, vous dites, tiens, ça va marcher, puisque ça a déjà marché. Ce sont des systèmes historiques, on va dire, ancestraux des paysans. Et donc, on pourrait cultiver du blé sans pesticides. Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire. Donc, ici, on fait un couvert végétal de plein été qui sont des kénopodes. On sème dans le kénopode, qui est une dicotylédone d'été, et on sème du blé. Et c'est le kénopode qui fait le désherbant. Ça n'a plus besoin de pesticides, ni de glyphosate, ni rien. Donc, on respecte les règles de Lucien Segui. Une plante en fleur, elle se détruit par un simple roulage. Et au printemps, on va venir semer un trèfle blanc là-dedans. Finalement, à la récolte, on va avoir du trèfle blanc qui pousse dans un blé. Et après la récolte, eh bien, on a un couvert végétal de blé. Et ici, on a déjà le blé qui a été ressemé dedans pour l'automne. Donc, on sème très, très tôt nos cultures et on fait des monocultures de blé trèfle blanc. Voilà comment ça se met en place. Donc, cet agriculteur, il a des pommes de terre. On détruit du trèfle blanc au printemps. On met de la pomme de terre à la place. Alors là, elle est travaillée fatalement parce qu'on ne sait pas bien faire de la pomme de terre sans travail du sol sur de très grandes surfaces. Après la pomme de terre, on va niveler le sol, on va faire lever ici le kénopode qui nous sert de couvert végétal, pompe à nitrate qui restructure tout l'été. Et à l'automne, on va venir semer du blé et au printemps du trèfle blanc. Et après, pendant 3 ans, on va conduire une monoculture de blé dans le trèfle blanc. Et on se rend compte que ça a besoin de très peu de fertilisants. Aujourd'hui, on met 100 unités d'azote sous forme d'urée pour produire quasi 100 quintaux dans cette culture-là. Donc ça marche bien, c'est performant, c'est efficace. Voilà. Et donc on a commencé à adapter ces principes-là. Ici, on a un Reira soja dans le sud-ouest avec une bineuse à rouleau faca qui est adaptée aux débris végétaux, à la paille et aux plantes vivaces. Donc, du coup, c'est une innovation qu'on a produite pour les agriculteurs pour qu'ils s'émancipent. Donc, bio, pas bio, on peut y aller. On peut faire ça pour le maïs, pour le tournesol, pour le colza. On pourrait faire ça comme on veut aujourd'hui pour toutes les cultures. Et on est avec des innovations radicales qui viennent nous aider dans la pratique du désherbage. Donc, voilà un petit peu les photos qu'on peut vous faire. Et donc, on n'est plus du tout emprisonné dans un débat autour des pesticides, en fait. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. On a remis des arbres partout, ça stocke du carbone. Les 50 arbres, c'est 2 tonnes de carbone par hectare. Le semi-direct, c'est une carbone supplémentaire, c'est 1 tonne de carbone supplémentaire, 3 tonnes au bout. Donc on peut vraiment décarboner l'atmosphère si on voulait s'en donner la peine, en couvrant les sols et en gérant différemment le végétal. Donc ça nous a donné des maquettes terribles. Donc on passe de la monoculture de blé au blé plus son couvert végétal, à 2 cultures par an, avec des arbres, et vous passez de 7 tonnes de carbone produites par hectare et par an à 16,5, sans forcer, sans avoir sélectionné les plantes les mieux adaptées à votre système de production. Donc aujourd'hui, on pense que l'agriculture, elle a un vrai coup à jouer dans l'aide au monde urbain pour régler un problème de changement climatique. Et ce qui va se passer, donc c'est pour finir, on s'était permis de dire, ben oui, mais maintenant, il va y avoir la bagarre entre les agricultures, tout simplement.
L'agriculture conventionnelle, elle travaille le sol, c'est la chimie du carbone, elle est dans une impasse de Zola, hein, c'est germinal, c'est la misère, et on dégrade l'environnement. Par contre, elle a du rendement, elle a de la production, de la quantité. La quantité, somme toute, pas trop mauvaise, mais on a la sécurité alimentaire avec la destruction environnementale. Conclusion, il a été proposé aux agriculteurs, et c'est entre 5 et 10% de l'agriculture aujourd'hui, c'est de faire de l'agriculture biologique. Et donc là, on a un constat terrible, c'est qu'on n'arrivera pas à la sécurité alimentaire avec ce type d'agriculture et on assistera malgré tout à une dégradation environnementale parce qu'on a gardé le travail du sol, on a une chimie minérale, c'est-à-dire des sulfates de cuivre et autre chose. On est mieux au niveau social puisque c'est vendu plus cher. Par contre, l'environnement ne sera pas toujours au rendez-vous et la productivité est à la baisse avec les quantités, la qualité est bonne. Donc, du coup, on est un petit peu inquiet par rapport au standard qui a été développé. De l'autre côté, les agriculteurs ont essayé une autre combine sur laquelle je travaille, agriculture de conservation. On sait qu'on aura la sécurité alimentaire et qu'on aura des gains environnementaux. Par contre, les agriculteurs, ils ont enlevé le travail du sol, gardé la chimie du carbone. On est plutôt mieux calé sur le côté social et revenu que l'agriculture conventionnelle, mais on aimerait avoir celle des bio. Et finalement, on a les résultats environnementaux, production, quantité, qualité sont à la hausse, donc c'est plutôt bon signe. Et maintenant, on va assister à une bagarre entre ces trois agricultures. Et pour éviter la bagarre, on va inviter tout le monde à rejoindre une agriculture qu'on a appelée du vivant, agroécologie, mais qui pourrait prendre tout ce qu'il y a de bon ici en agriculture biologique, en agriculture conventionnelle et en agriculture de conservation, pour proposer une agriculture où on aura la sécurité alimentaire, l'agriculture climatique et régénérative, voilà, la nutrition et la santé, qui est calée sur la biodiversité comme outil de production et la chimie comme une gomme, un outil pompier qui permet à tous les paysans de s'adapter. Et voilà un petit peu comment on pourrait travailler le projet agricole qui pourrait se présenter à partir de maintenant. Parce que les pionniers sont prêts, et donc, on peut, sans état d'âme, engager la bataille. Ce n'est pas du tout ou rien. Ce sera une démarche de progrès vers un projet qui est peut-être beaucoup plus intéressant que les trois autres. Enfin, pour moi, toujours, c'est sûr, c'est plus intéressant. Et donc, par rapport à ça, donc, si vous aviez quelques petites questions, on pourrait finir la discussion aujourd'hui. Merci beaucoup, Conrad. Très intéressant, beaucoup d'informations sur la fin. On peut prendre les quelques questions qui sont déjà dans les discussions. David Knoden, je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Tu avais deux questions, sinon je les pose. Je vais les poser alors. Oui. Ah, Voilà. super. Oui. Oui, tout simplement, au niveau pratico-pratique, un souci qu'on a souvent dans nos régions et dont les orateurs qui viennent plus du sud ne répondent pas souvent, c'est le problème en fait du temps disponible entre nos récoltes et les plantes de couverture. Donc tout à fait d'accord pour couvrir les sols, mais souvent on a des récoltes de céréales qui se terminent fin juillet, et puis les semis au mois d'octobre, et entre fin juillet et octobre, on a beau semer une plante de couverture, soit elle pousse ou pas, ou alors quand on arrive au mois d'octobre pour ressemer la culture, elle est très petite. Donc il y a moins d'intérêt, enfin en tous les cas les agriculteurs se sentent moins à l'aise, voient pas trop la pertinence de faire ce procédé. Et donc, on est toujours dans une impasse aussi avec des températures qui peuvent être très fraîches à certains moments, même les nuits du mois d'août. Donc, il y a des plantes qui ne poussent pas bien, quoi. Donc, je confirme, pour avoir quelques adhérents de la vache heureuse en Belgique, je vois que c'est un vrai souci. Et c'est pour ça qu'on travaillait sur une maquette monoculture de céréales dans du trèfle blanc. Puisque finalement, une fois que le trèfle blanc est là, tu n'as plus à te préoccuper à semer un couvert végétal. Tu laisses repousser le trèfle blanc. Nous, notre travail, ça va être de maîtriser
le système, on va dire, céréales, trèfle blanc, sans pesticides. Ça va être ça le vrai travail. Et on se rend compte que les agriculteurs nous ont déjà amené tout un tas de règles. C'est-à-dire, le trèfle blanc, il doit être semé à très forte densité, au moins 8 kg hectare, et ensuite, tu ne dois pas passer à une autre culture. C'est-à-dire, une fois qu'il est là, tu es cyclé sur le rythme du trèfle blanc et de la céréale qui viennent dedans. Donc, le trèfle blanc pousse très mal à l'hiver, donc on l'installe au printemps. Il se développe en été après la moisson. Et à l'automne, tu l'as exubérant quasi quand tu dois ressemer du blé. Et donc là, on a plein de solutions. Je suis éleveur, je pourrais le récolter, mais on pourrait aussi le coucher au sol ou l'abîmer avec un petit outil type le Rollensem ou type, pourquoi pas, un Dynadrive, mais qui travaillerait que le végétal ou un broyeur, assez, disons, assez agressif. Et donc là-dedans, tu peux ressemer sans problème. Et il faut semer tôt les céréales, au moins en mi-septembre, pour qu'elles soient très avancées et en forme avant l'hiver, pour qu'elles ne soient pas concurrencées par une repousse de trèfle blanc, par exemple. Donc, on se rend compte qu'il va falloir réadapter l'ITK de culture du blé, tout simplement, mais de toutes les céréales en règle générale. Et c'est pour ça que la couverture permanente d'un sol avec une plante compagne vivante pourrait être beaucoup plus payante que de s'escrimer à chaque fois à semer un truc qu'on n'est absolument pas sûr de réussir. Oui, ok. Bon, j'enchaîne. Plus là, une réflexion, un débat de chiffres, hein, pas les miens, mais souvent dans tous les schémas stockage du carbone, on a l'impression que les sols, ce sont des puits sans fond, or que, à un moment donné, ça stocke et ça déstocke. Oui. On est aussi, dans 50 ans, on dira, ouais, c'est peut-être pas ça qu'il fallait faire. Enfin, j'en sais rien le laps de temps, mais quel est votre avis sur voilà, le stockage est-ce qu'on stocke sans arrêt Euh, Ça faisait partie des questions qu'on avait posées à Lucien Segui du temps où il était encore vivant. Euh, un sol, il a une capacité de stockage du carbone jusqu'à à peu près 7 à 8% de matière organique. Au début, quand vous êtes à 1 ou 2, c'est très rapide, jusqu'à 3, 4, d'accord? Et après, c'est très, très lent. En gros, il y a une expérience qui a été menée en Angleterre sur une station expérimentale à Rothamsted, je ne sais pas où c'est, mais bon, bref, peu importe, où ils ont fait une pratique agricole pendant plus de 120 ans, je crois, ou 140 ans, et ils ont montré qu'en fait, au début, le taux de matière organique monte vite, donc le taux de carbone aussi, et ça dure 30 à 40 ans, et après, ça se stabilise tout doucement, et au bout de allez, 60, 70 ans, vous avez fait le plein, et vous maintenez à un très haut niveau. Si vous revenez à la vieille pratique du début, vous déstockez très rapidement, à peu près aussi vite que vous avez stocké. Et donc, le problème, c'est que vous ne pouvez pas stocker indéfiniment. Vous stockez jusqu'à la saturation du sol. Mais nous, pour être concret, on a dans certaines zones plus froides, on essaye de déstocker parce que en fait, les sols ne bougent plus. Oui, oui, oui. Et donc, à la limite, on aimerait bien trouver le système sans détruire la prairie, Oui, redonner une vie, oui, une productivité à ces sols qui oui. sont. En fait, toi, tu vas vers un humus qui se fossilise et se Oui, stabilise trop. Et donc, en agriculture, c'est pas très productif. Nous, on a besoin d'un humus qui se minéralise régulièrement. Et en fait, pour faire ça, il y a plein de solutions, mais la meilleure, c'est d'envoyer un fertilisant azoté. Et donc, la question, c'est est-ce que tu dois envoyer des nitrates ou de l'urée ou des acides aminés ou autre chose? Et en fait, on commence à comprendre que c'est dans la fertilisation de la prairie que tu vas avoir toutes les solutions. Et ta fertilisation, c'est pas forcément de l'ammonitrate, c'est des oligo-éléments, des catalyseurs, pourquoi pas des bactéries et autres. J'ai une belle expérience en France avec des agriculteurs qui utilisent des additifs à base de bactéries, du bactériosol, mais en fait, on n'a absolument pas visité toutes ces technologies-là correctement pour te venir en aide.
Et donc aujourd'hui, on le fait par le travail du sol ou par des techniques qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc ça, aujourd'hui, tu as tout à fait raison. Donc toi, tu as rempli ton réservoir et ta prairie, elle va vers la fossilisation de l'humus qui te dessert et toi, tu as besoin de le faire tourner. Donc en fait, nous, notre travail va constituer à rester dans un réservoir plein et à le faire minéraliser correctement. Et donc ça, c'est un gros pari, hein, c'est-à-dire il va falloir revisiter toutes nos pratiques agricoles de ces sols-là. Et pour les autres sols qui sont pauvres, ben, eux, il faut les remplir de carbone et ensuite ne plus déstocker réellement. Et donc Lucien Segui nous disait il y a deux phases du carbone. Il y a le remplissage du sol. Et une fois que le sol est en forme, il doit permettre de produire beaucoup de végétaux. Et donc c'est bien dans l'accompagnement à la production végétale qu'il faut entraîner tes sols qui vont vers l'inverse aujourd'hui. Ok, merci. Ok. C'est un petit commentaire, si je peux me permettre, par rapport à la microbiologie du sol. Euh, on se pose des questions par rapport au digestat de la biométhanisation qui apporte énormément de microbes dans un sol. Alors, je ne dis pas que ce sont ces microbes-là qui vont s'installer de manière définitive dans le sol et réactiver. J'aime bien l'idée de l'humus fossilisé qu'il faut réamener dans le circuit. Mais en fait, quand vous apportez des microbes, vous apportez de la matière vivante et qui sera sans doute pas adaptée au sol. Ces microbes vont mourir, mais ils vont nourrir les autres microbes du sol qui vont pouvoir s'installer et réactiver l'activité biologique du sol. Et puis, il ne faut pas oublier non plus l'impact des vers de terre, des colamboles, des insectes du sol, même des taupes, mulots et autres, qui font des mouvements verticaux dans le sol et qui permettent, à mon avis, la terra preta est un bon exemple. Hein. C'est pas seulement l'horizon de surface qui s'est enrichi en matière organique et en humus très horizon de plusieurs de profondeur. Donc il y a eu des échanges entre la surface et la profondeur. Et il faut arriver à imiter ce système de formation de terra preta qui a une capacité de stockage énorme en termes de carbone. Ok, ok. Moi j'avais une question qui me traversait l'esprit, justement. Voilà, quand on compare les avantages, par exemple, structurels, quand tu mettais la photo de tes deux mottes, Conrad, celle avec travail du sol qui se défaisait facilement, Oui. est-ce qu'on est, par exemple, sur des mêmes taux de matière organique? Est-ce que Non, c'est non, pas est-ce que c'est pas le taux d'humus qui fait la cohésion du sol, etc. Ou, si, enfin, si, si, c'est si. une conséquence, je sais pas. En fait, justement, ce ne sont absolument plus les mêmes taux de matière organique. C'est-à-dire que d'un côté, on la perd. Et donc, ma motte de terre, ben, elle se désagrège et elle n'a plus aucune stabilité structurale. Et de l'autre côté, on en gagne, justement. Et donc, si on faisait une analyse de sol sur le taux de matière organique de ces deux mottes-là, d'un côté, on est à 1,5 et de l'autre, on est à 3,5. Et on va vers 4. Donc, on a un gros écart qui s'est produit et qui donne justement ce changement de situation au niveau environnemental. Et donc, le débat, il va être, disons, il est relativement simple. Chez les gens qui n'ont plus de matière organique ou qui l'ont dégradée par le travail intensif du sol, il faut baisser l'intensité et recarboner à bloc, hein, le plus possible. Et chez les autres, comme David, là, avec ses prairies qui sont à saturation, il faut éviter la fossilisation de la matière organique. C'était le débat de Gérard Dussert. Globalement, il faut faire tourner l'humus et ça se fait par la réorganisation de la microbiologie pour faire de la productivité végétale, parce que Lucien Segui nous disait que sur ces sols-là, on peut produire énormément avec peu de choses. Mais c'est du domaine de la microbiologie des sols réellement. Et là, comme on est tous dans une agriculture qui a été éduquée au NPK, tu sais, au nitrate et compagnie, c'est des notions qui nous sont un petit peu inconnues ou très abstraites globalement. Donc aujourd'hui, on débroussaille là-dedans et on fait progresser les agriculteurs avec ces nouvelles notions. Actuellement, là, je visite pour un gars de la Vachereuse le travail des pseudomonas comme réorganisateurs et décompacteurs du sol.
et ça nous réorganise en fait de l'azote autour de l'ammonium, et ces sols qui ont été traités au pseudomonas, c'est très peu cher, très efficace visiblement, ben, ils vont tout de suite mieux. Donc j'attends un petit peu la première année de culture de ce sol-là pour voir. Ok, parce que je me disais, est-ce qu'on peut comparer un système où il y a, par exemple, chez nous, il y a quand même pas mal de travail du sol, mais beaucoup d'apports de matière organique, vu qu'il y a beaucoup d'éleveurs. Est-ce que ça peut être relativement favorable à la vie du sol, je veux dire, par rapport à un système où il n'y a vraiment pas de travail du sol, mais très peu de matière organique qui est restituée au sol, que ce soit par l'export des pailles ou pas de matière organique animale, je veux dire. Est-ce qu'il y a des comparaisons comme ça entre deux systèmes, je dirais à l'extrême? Oui, on se rend compte que quand on a de l'élevage, ça se dégrade moins vite, mais le fumier ne permettra pas d'empêcher la dégradation. C'est bien la réduction drastique du travail du sol, et l'humification, elle est faite par le retour de la paille réellement. Toutes les racines et toutes les pailles doivent se dégrader en surface dans le sol. Et en fait, la fumure, le fumier ne permet pas de corriger un défaut d'humification si la paille ne revient pas. En gros, pour m'expliquer ça plus simplement, un fumier, c'est une paille de bonne qualité qui nourrit les vers de terre et le cycle de l'humification par les bactéries et par tout le monde. Donc, du coup, quand je vais prendre cette paille et que je vais la mélanger avec un excrément pour faire du fumier, je ne suis pas sûr que mon ver de terre et tous les êtres vivants qui transforment la paille en règle générale dans la nature aiment les excréments globalement. C'est un petit peu comme si je mangeais des spaghettis bolognaise à la sauce à la merde quelque part. C'est pas tout à fait adapté à ma santé. Et donc, c'est les bactéries qui vont d'abord prendre en charge le fumier. Et donc, on va avoir une très grosse minéralisation microbienne. S'il reste de la fibre végétale de bonne qualité, elle profitera à l'humification. Mais ce n'est pas sûr du tout si mon cycle de fermentation de ma paille avec ces excréments de mon fumier est très abouti. Donc, globalement, fertiliser avec un fumier, ce n'est pas forcément augmenter les taux d'humus. Ça peut même provoquer l'inverse, beaucoup de minéralisation microbienne, et quand les microbes auront mangé tout mon fumier, eh bien, elles pourraient s'attaquer à l'humus présent pour le minéraliser encore, puisqu'on a des bactéries qui ont faim. Donc, elles vont manger l'humus. Donc, elles vont minéraliser l'humus. Alors, quand il y en a plein et que je sais la reconstruire avec beaucoup de racines dans les prairies, par exemple, il n'y aura jamais de problème. Donc, fertiliser une prairie, c'est super intelligent. Mais dans un sol cultivé, ça pourrait me produire des soucis si en plus j'exporte les pailles. Donc on a commencé à zoomer un petit peu là-dessus pour remettre les pratiques à leur place quelque part. Et donc moi j'adore le digesta sur des sols couverts et vivants qui ont de la paille à digérer en plus. On s'est rendu compte quand même que c'était très performant si c'était bien fait. Et là, comme on assiste à tout et n'importe quoi, ça va être compliqué au final. Ok. Et tant qu'on est dans le sujet, tantôt quand tu parlais du maraîchage sur sol vivant et que tu disais, voilà, quand on ramène les pailles, je ne sais plus si j'avais bien saisi, mais vraiment juste laisser les pailles, ça permettait une auto-fertilité, mais s'il y a trop de paille, c'est un ratio carbone sur azote trop élevé, ça risque de créer une fin d'azote, non? Donc, est-ce qu'il y avait d'autres apports ou quoi dans ce cas-là? Non, ça nous est jamais arrivé. En fait, la fin d'azote, c'est une erreur de vision d'agronome. Euh, on se rend compte que la nature, elle restitue toute sa paille, toutes ses feuilles mortes, toutes ses branches à l'automne. Et donc, c'est à ce moment-là que doit démarrer le paysan aussi. C'est-à-dire, nos maraîchages sur sol vivant, on met 20 tonnes de paille équivalent à l'hectare. Et ça nourrit le sol quasi toute l'année. Et on se rend compte que quand la paille va se dégrader dans l'azote de l'atmosphère, elle va noircir. Donc là, ce sont des fusariums qui attaquent la paille et les azotobactères et tous les fixateurs libres d'azote, Clostridium et autres, vont manger les fusariums. Et en fait, ces bactéries-là, elles captent l'azote dans l'air quand la paille est digérée normalement. Et donc, à chaque tonne de paille qui se digère biologiquement, tu enrichis le sol in fine en azote.
Et on a calculé par défaut, alors c'est du calcul d'agronome à la grosse louche, une règle de 3 au bord de la table, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de chiffres et d'expériences documentées dans la science agronomique là-dessus, puisque en agronomie, on considère que la récupération de l'azote depuis l'air par les systèmes agricoles, c'est quasi nul. Puis finalement, c'était normal, puisqu'il n'y a jamais de paille à digérer. Et donc, on s'est rendu compte que chaque tonne de paille amenait à peu près 15 unités d'azote dans le sol. Donc, avec 20 tonnes, tu as 300 unités. Tu as enrichi le sol avec 300 unités d'azote. À peu près la moitié revient dans l'humification et l'autre moitié est disponible pour les légumes. Donc, on avait largement assez d'azote pour nos légumes dans ces systèmes-là. Et donc, ça nous a, la première fois, il a fallu 4-5 ans pour cycler la paille, pour qu'elle se transforme réellement en minéral azote, ammonium, disponible pour la plante. C'est le cycle de la biologie. Et aujourd'hui, on a appris à faire ça en 6 mois. Voilà. On a des vraies recettes pour les gars, pour aller vite, on met beaucoup de carbone à l'automne, on met une légumineuse autonome là-dedans, et au printemps, il a son système en route. Oui, ça nous a surpris, mais bon, on s'est dit, si on n'a pas de recette clé en main, on ne donne pas envie à un paysan. Donc, à un moment donné, on réfléchit avec eux à leur construire des recettes pour qu'ils aillent très, très vite. Et du coup, il n'y a jamais de fin d'azote si on sait bien utiliser le carbone. Donc, on a très vite appris, jamais au printemps, toujours à l'automne. Et voilà, un système de culture biologiquement actif se démarre à l'automne. Ok. Et voilà, on va switcher sur les questions. Il y a 2 questions sur le compost. Oui, oui, oui. Donc, c'est vrai que tu avais mis une dia comme quoi le compost, c'était pas super pour la structure. Oui. Donc, on a une question d'Arnaud qui disait que comment gérer la fertilité des prairies si le compost n'est pas un bon produit? Dans le cas des prairies de fauche, s'il n'y a pas de restitution avec pâturage, est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte de nutriments du sol si on n'apporte plus de matière organique, quoi? Si, il a tout à fait raison. En fait, il faut fertiliser les prairies de fauche encore plus que les prairies pâturées quelque part. Donc, chez un éleveur, ça va se faire avec les déjections. On n'a pas le choix, hein. Mais on se rend compte que le compost, en fait, ce serait plutôt un excellent engrais complet, d'accord, que quelque chose qui améliore la structure du sol. C'est-à-dire, il faut le remettre à sa place. Donc, c'est le travail qu'on fait. On le remet à sa place. On ne mise pas sur lui pour améliorer les capacités du sol à résister à l'eau, avoir de la biologie, etc. Et en fait, en Belgique, là, dans votre secteur, vous avez une école du compost très particulière qui est sans doute la meilleure du monde parce qu'ils font des bokashi, c'est-à-dire des composts Walter Witt. C'est des composts fermentés à froid, mais lacto-fermentés. Ça se fait comme un tas d'ensilage. Donc, en fait, on va enrichir le tas de fumier avec des bactéries lactiques et on va le tasser comme un tas d'ensilage pour qu'il n'y ait pas de perte par échauffement et évaporation par des gaz à effet de serre. Et donc, ces fumiers, ils restent, comment on va dire, sans perte quasi. On réorganise de l'azote par les bactéries lactiques qui vont vers le monde de l'ammonium. Et cet azote est très utile aux systèmes végétaux quand on étale les fumiers. Et donc, on a un fumier composté à froid, lacto-fermenté, avec les bonnes formes d'azote qui nourrissent super bien les champs sans perte aucune. D'accord? Et là, on a des super engrais qui débarquent, qui nous améliorent vraiment la productivité du sol. Donc, c'est sur les lacto-fermentés qu'il va falloir miser beaucoup plus que sur le compost qui a été chauffé et où on a tout perdu. En gros, quand on composte, 60% de la matière organique s'évapore dans l'air sous forme de gaz à effet de serre. Donc, c'est une perte énorme de carbone, c'est-à-dire de nutriments carbonés pour l'activité biologique du sol. C'est impressionnant. Et donc, le compost bokashi, là, on a aussi la bonne propriété engrais, mais alors, niveau comment dire, oui, apport de matière organique et structuration du sol, c'est mieux que le fumier et le compost classique, alors.
Oui, parce que en fait, comme on a un produit qui est beaucoup plus apte à être digéré, d'accord? C'est un petit peu comme une choucroute. Quand tu es malade, tu manges une choucroute. Enfin, tous les gars de l'Est le diront. Alors peut-être une bonne bière triple par-dessus, hein, mais on est dans le monde de la biologie et des levures. Et donc, le fait de faire un lacto fermenté avec ses bactéries lactiques, etc., c'est très favorable à la santé, c'est très digeste. Donc, ça va booster la biologie du sol au final. Et cette biologie qui est boostée, en fait, elle va mieux gérer son cycle du carbone tout le temps. Et donc, ça poussera mieux et on aura plus de nutriments puisque tout le carbone qui n'est pas perdu, il est pour fertiliser la prairie au final. Et donc, si la prairie elle est dans la phase de stabilisation et de fossilisation de l'humus liée parce qu'elle a fait le plein et puis que le monde dans lequel elle vit, ben, il est peu enfin, on perd la biologie globalement, eh bien là, on peut la redynamiser avec quelque chose qui est favorable, beaucoup plus soluble, donc qui va remettre en route toute l'humification globale du système. Et oui. On avait une autre question avec le compost. Tu as en partie répondu, mais c'est vrai que Nicolas Clérin demandait voilà, si le compost alors n'est pas indiqué, bon, on a vu qu'il était indiqué comme engrais, mais pas forcément pour ramener de la matière organique, mais comment le valoriser au mieux, comment valoriser au mieux les déchets organiques, ne fût-ce qu'à petite échelle comme maraîchage, voire potager domestique, quoi. Est-ce Eh que c'est bien, par le compostage en surface qui est oui, plus ou oui, oui, moins ça? ben, tout ce qu'on peut, on le met en surface, si tu veux, mais après, ça fait pas toujours joli, des pelures de pommes de terre et de carottes et tout ça. En fait, il n'y a aucun problème, c'est le look, hein. Donc, déjà, il faut s'affranchir du look, mais ça fait sale, hein. Mm. Donc, on fait des choses un petit peu différentes. Aujourd'hui, vous avez dans toute, c'est une école belge qui développe ça parfaitement bien. Ils ont des systèmes de bokashi. En fait, c'est des petits bacs où on met tous les déchets de cuisine et on garde ça dans de l'eau. Et donc, ça fait une espèce de lacto-fermentation. Et ce jus qu'on peut extraire, c'est un excellent fertilisant pour les jardins déjà. Parce qu'en fait, on va y retrouver des bactéries lactiques, mais tout un tas de bactéries qui sont in fine des acides aminés. Donc ça nourrit les plantes très très bien. Et quand le pot est plein, eh bien, on le laisse maturer un certain temps et on peut en remplir un autre. Et au bout d'un certain temps, on a une espèce de lactofermentation qui a transformé le produit en super compost, mais il y a zéro perte réellement. Et donc, au final, on a des petits, comment dire, on a des petites poubelles organiques qui sont spécialement conçues pour faire ces fameux lactofermentations, y compris dans les cuisines. Ouais, super. Et tu as le nom de ceux qui font ça? Non, mais je t'amènerai ça si tu pourrais trouver ça. Alors attends, je vais te le mettre. Et ils font ça juste pour les particuliers ou aussi Non, non, on fait ça pour les agriculteurs et les particuliers. Euh, Rechercher, je vais te le mettre dans le chat, le lien sur un site internet français. Et c'est les Belges qui travaillent. Le monde de l'Internet, il a ouvert énormément les frontières. Français, et ça s'appelle cultivons une terre vivante. Et c'est mot-clé égale beau et si vous cherchez ça sur Internet, vous devriez l'avoir. Ok, ça va. Et là, vous allez tomber sur vos compatriotes belges. Et quand on cherche ça, on est très surpris. C'est une école du compost Walter Witt, donc c'est du compostage à froid qui est présente dans cette espèce de triangle de Bermude du compost, je dirais, entre le Luxembourg, le nord de l'Allemagne et de la Hollande et la Belgique et un petit peu le nord de la France. Mais c'est vraiment dans ce triangle-là qu'on trouve la meilleure école du compostage aujourd'hui. Ok, bah, j'irai voir. Euh, on avait une question de Philippe Delphos. Donc, quelle était la définition du carbone organique pour toi? Oh, euh, moi, je dirais que j'en ai marre. En fait, le carbone organique, c'est
tout ce qui est organisé dans le monde de l'humus et des vivants. Et il y en a partout, en fait, ce carbone-là. Alors, c'est très compliqué. Alors, il a été mis pour le sol, c'est la partie stable. Et puis, en fait, on se rend compte que il faut aller un petit peu plus loin que ça. Je pense que c'est tout ce qui fait partie de la photosynthèse et de la matière organique en règle générale. Et donc, commencer à vouloir tout fractionner entre l'habile, le stable, etc., c'est sans doute un très mauvais débat. Ce qu'il faut faire, c'est le flux de ce carbone-là, comme je vous l'ai montré pour la vache heureuse, c'est-à-dire quand on s'abstrait du carbone organique, où chaque scientifique aura une définition et on va s'arracher les cheveux entre nous, ou se crêper les chignons si on préfère, ben on va se dire que ce qui nous intéresse, c'est le flux du carbone, et la question c'est est-ce que j'en mets plus dans l'atmosphère que j'en retire, point. Et si j'arrive à en retirer plus que je n'en mets, ben j'ai déjà gagné la bataille du carbone organique. Et en fait, peu importe où il va, mon travail doit être à en soustraire le plus possible et en émettre le moins possible. Voilà. Et quand vous regardez les flux, réellement, la plante qui pousse, la vache qui pollue, mais les intrants que j'achète ou pas, ce qui reste dans le sol, ce que j'exporte vers la société, eh bien, on se rend compte qu'on pourrait faire des très jolis projets séquestrateur net de carbone quelque part. Donc c'est dans le flux qu'on va trouver la paix, alors que si on s'intéresse à ce mot carbone organique, là je suis à peu près sûr qu'on va se taper dessus pendant 20 ans. Quoi. Je ne sais pas si Philippe est Je, peut-être d'accord avec moi. ben, je te rejoins tout à fait, parce que dans nos expérimentations agricoles, on a suivi évidemment les protocoles que tous les laboratoires utilisent. C'est-à-dire qu'on prend le sol, on le sèche. Une fois qu'il est séché, on le tamise à 2 millimètres et puis on le passe dans une machine pour déterminer la quantité de carbone organique qu'il contient. Ça ne représente mais en rien la vie du sol. Et on a oublié les vers de terre qui s'y trouvaient, on a oublié les racines qu'on a retirées par tamisage, on a chassé tous les insectes qui pouvaient s'y trouver, et en le séchant, on a encore certainement chassé tout un tas d'organismes vivants. Et j'aimerais aller vers une définition du carbone organique qui serait de prendre un volume de sol bien précis, peu perturbé, et puis on dose la totalité de carbone qu'il contient, c'est-à-dire les vers de terre, les collemboles et autres qui s'y trouvent. Et là, on a une idée de la vie du sol et pas d'une définition qui ne veut rien dire du tout. Non, mais on est assez d'accord. Je ne sais pas le chignon parce qu'on n'a plus assez de cheveux pour. Ça va être un gros sujet. Mais on remettra, je pense, on remettra la gomme. Je vais voir avec Vers de Terre Production, on va vous interviewer. Je pense que ça vaut le coup. Et alors, j'avais une remarque aussi qui rejoint un peu tes observations. J'ai passé pas mal de temps sous les tropiques et j'ai bien aimé l'image du spaghetti à la sauce un peu spéciale. Et ce qu'on remarque sous les tropiques et au Sahel principalement, c'est que si on laisse des pailles de mil à la surface du sol, quelques semaines, quelques mois, elles disparaissent. Les termites viennent très très vite les manger et elles disparaissent. Elles sont intégrées dans la vie du sol. Par contre, les bousses de vache, elles vont être fossilisées et cuites par le rayonnement solaire et elles vont séjourner des années à la surface du sol. Vous allez retrouver des bousses de vache là, intactes. C'est tout à fait cette image-là. Et alors, le bokashi m'interpelle un petit peu parce qu'en fait, dans un milieu relativement très liquide, ce qu'on va créer, c'est des conditions anaérobies. Et la sauce du bokashi, c'est pas très très loin du digesta, en fait. Hein. C'est ce qui se passe dans les lacs et les rivières par sédimentation. Et on a en quelque part une hydrolyse et une fermentation de la matière au lieu d'une combustion complète avec le compost. Mais c'est quelque chose qui se rapproche très fort de la digestion anaérobie. Mais c'est une transformation en aérobie réellement. Hein. Oui, oui. Et on se rend compte qu'elle est beaucoup plus opérationnelle en termes de fertilisation que le vieux système qu'on a chauffé et cuit. Et ça, c'est irrémédiable, c'est sûr même. Tu as cité des chiffres de 60% qui brûlaient lorsqu'on faisait du compostage. Nous, ce qu'on a remarqué, c'était si on laissait du fumier exposé à l'extérieur et qui se compostait de manière naturelle, qui chauffait, on perdait 40% du potentiel méthanogène. Donc, en fait, on stocke du fumier, on brûle la matière organique et donc on épuise le potentiel énergétique qu'on pourrait éventuellement aller chercher.
on émet du protoxyde d'azote et du méthane et du CO2 dans l'atmosphère. Tout à fait. Très bien, très bien. Sinon, tant que tout le monde est encore là, c'est vrai qu'on a une réaction. Qu'est-ce que les agriculteurs du coin pensent de tout ça? Et on peut faire le lien avec le glyphosate, etc. Parce que voilà, j'ai entendu que certains agriculteurs voulaient se lancer dans l'agriculture de conservation. Après, on a le petit, comment dire, le petit débat du moment où le glyphosate est interdit sur la commune d'Atter. Donc, ça peut être intéressant de voir voilà, l'avis des agriculteurs sur tout ce débat sur l'agriculture de conservation et le glyphosate. Si quelqu'un veut prendre la parole. Débat délicat, oui. Oui, mais je dirais que j'encouragerais les agriculteurs à aller dans la conservation des sols. En fait, aujourd'hui, on pourrait écrire avec eux les techniques qui n'ont pas besoin de glyphosate globalement. En fait, ça va tout se construire sur le standard des plantes compagnes et de la prairie. Donc, à un moment donné, il va falloir créer les petites expériences qui nous apprennent ça. Et je crois que c'est parce que les savoir-faire ne circulent pas bien, on a un petit peu peur d'innover ou de s'y mettre. En fait, ce qui ressort du travail de développement de terrain, c'est que c'est la forme d'azote qui est la plus importante de tout pour réussir le désherbage. J'en suis même à dire que c'est l'azote qui désherbe. Quand les nitrates rendent les plantes malades et en herbe, avec les sols nus, l'urée et les acides aminés aident à faire pousser les plantes et à désherber réellement. Et donc, on est aujourd'hui, si on arrivait dans une approche globale, on pourrait très facilement rectifier le tir et proposer des systèmes qui ne mettraient pas en danger les agriculteurs parce qu'il n'y a pas de glyphosate, ils ont encore autre chose, ils ont d'autres gommes et on peut très facilement caler sans pesticides aujourd'hui. Ok, oui. Et comme l'exemple que tu nous as montré, qui est hyper intéressant avec le trèfle en sous-étage du blé, là Oui. pour le moment, donc ça a marché sans aide Donc, chimique en fait. voilà, on démarre sans chimie. Ensuite, cet agriculteur-là, on met un tiers de dose de phosburie tous les ans dans les 2 années qui suivent. Mais bon, aujourd'hui, on va commencer à essayer sans parce qu'il n'y en a pas besoin réellement. On fait ça pour se rassurer, pour contrôler un petit peu le trèfle. Donc, on a compris qu'il fallait contrôler le trèfle réellement. Mais bon, ça, on a d'autres moyens de le faire, hein. Je pense que mon rouleau Reaper Lensem, il devrait très bien y arriver. Donc, on pourrait commencer à mettre sur pied toute cette réflexion pour que dans les 3-4 prochaines années, ben, on se familiarise avec une démarche innovante. Et ce que l'on voit arriver, c'est plutôt c'est l'azote qui va être le plus utile de tous que le reste, si on veut. Ok, ouais. On a une question bah, justement dans ces essais avec le blé. Quid des maladies sur ces 3 ans? Mais les maladies, on se rend compte qu'il n'y en a pas. Quand les plantes sont bien nourries avec de la microbiologie, des bactéries, des oligo-éléments, on protège toutes nos plantes avec des oligo-éléments globalement aujourd'hui. Donc ça marche très très bien. On a supprimé tous les insecticides et fongicides, hein. Il y a plein d'autres solutions très peu, enfin très efficaces, très peu chères, hein. Ok. Mais ça doit quand même être amené. On ne peut pas ramener ces oligo-éléments par. Oui, oui, oui. On a gardé 3 passages d'oligo-éléments, un à l'automne déjà, auquel on rajoute du sucre parce que le sucre est répulsif des pucerons. Un au printemps où on pourrait qu'on rajoute avec de la silice parce que la silice se fait durcisseur des céréales et raccourcisseur quelque part. Et après un troisième qu'on met au stade de dernière feuille pour pour que la plante aille jusqu'au bout de son cycle sans trop de soucis en fait, hein. Donc zéro fongicide, Ah oui, 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 vrai ça, fongicide. en routine assez facilement. C'est là, chez le gars de Brest, là, avec ses patates, on est à zéro fongicide de toute façon. C'est terminé, c'est un vieux débat, ça.
Ok. C'est les nitrates qui rendent les plantes malades. Faut le savoir, cette forme-là d'azote n'est absolument pas intéressante pour faire de l'agriculture. Ok, ok. Et la concurrence, elle n'est pas trop forte avec le trèfle. Il y a moyen vraiment de le gérer en l'abîmant le plus possible. Et les rendements sont équivalents plus ou moins à une parcelle gérée normalement sur la même terre, on va dire. Comment? J'écoutais pas. Attends, pardon. Je disais, ben, est-ce que, enfin, les rendements sont équivalents avec le trèfle qui est géré par destruction mécanique en l'abîmant, en le fragilisant. Oui, oui, oui. En Ouais. fait, ton trèfle, quand il va arriver dans une configuration comme chez vous en Belgique, il est capable de restituer 3 à 4 tonnes de matière sèche au sol. Donc ça représente 100 unités d'azote tous les ans, plus qu'il va produire lui-même quand il est en fleurs au printemps dans le blé lui-même, où il peut encore donner 100 unités d'azote supplémentaires. Donc globalement, de l'azote, il en faudra très peu ensuite pour finir la culture du blé. C'est surtout pour sortir de l'hiver qu'il faut, tu sais, où il faut rebooster le blé. Il y a un petit peu d'azote à ce moment-là. Mais généralement, on se rend compte qu'avec 100 unités d'azote, on fait nos 100 quintaux de blé. Donc, finalement, c'est 1 pour 1, c'est très, très, très efficient. Ok, ok. Il y a une remarque de Philippe qui dit que si tu ajoutes à tes cartes sur le travail du sol et la pollution nitrate, la forme d'azote, donc urée versus nitrate d'ammonium, tu accentueras la corrélation. Il l'a fait pour la France. Enfin, voilà. Ouais. Je peux expliquer un petit peu. Hein. Si on regarde les engrais utilisés et achetés par les agriculteurs en France, tu verras que les éleveurs donc dans les régions d'élevage intensif utilisent principalement l'ammonitrate, Oui. alors qu'il y a suffisamment d'ammonium pour saturer les sols qui viennent des effluents animaux. Oui. À ça, de l'ammonium nitrate et donc encore de l'ammonium. Donc les plantes sont saturées, elles ferment leur porte d'entrée au niveau racinaire et le nitrate est tout à fait négligé. Et par contre, dans les régions où on a principalement de la culture et très peu d'élevage, sans doute par souci d'économie, les agriculteurs se fournissent plutôt en urée et c'est des zones où on voit a priori moins de lixiviation de nitrate vers les nappes phréatiques. Donc, à tes cartes sur le travail du sol et l'élevage, tu rajoutes à ça la forme d'engrais utilisée et tu vas avoir une superbe carte de France dessinée sur la lixiviation des nitrates dans les nappes phréatiques. Oui, c'est ce que je suis en train de pister pour un captage. On pense que ce travail autour des pratiques agricoles et des formes d'azote n'est pas correctement fait. Et je confirme qu'on pourrait travailler ça complètement dans ce sens-là. Et moi, bon, cet échange-là me dit que oui, ça vaut le coup d'ouvrir le dossier puisque j'étais sollicité là-dessus. Et, et donc, la grande question, c'est tu continues à mettre des nitrates dans un système qui n'en a pas besoin, en fait. C'est ça, c'est Et, tout à fait ça. et c'est quand tu poses la question comme ça aux agriculteurs, aux développeurs, aux gestionnaires de bassins versants, ils se la sont jamais posés dans ce sens-là. Et donc, finalement, tu finis par réglementer quelque chose qui va fuir. C'est très compliqué. Tu ne peux pas enlever la fuite. De toute façon, ça ne se réglemente pas. Mais le souci, c'est que c'est une réglementation qui est en vigueur depuis une trentaine d'années. Oui, Les administrations et les fonctionnaires ont pris l'habitude d'interdire la forme organique d'azote parce que c'est ça, à l'époque, on disait c'est ça la source de pollution, mais on n'a pas étudié réellement les interactions entre les formes d'azote, entre la réaction des plantes par rapport à ces formes d'azote et finalement à ce que le sol était capable de gérer. Et aujourd'hui, il faut rééduquer les agriculteurs qui ont reçu le mauvais enseignement dans le passé, les ingénieurs agronomes comme moi qui ont reçu le mauvais enseignement dans le passé, et tous nos fonctionnaires européens pour leur expliquer que la directive nitrate fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire. D'ailleurs, si on regarde les rapports de la directive nitrate, on ne voit aucune amélioration. Hein. Ça fait 30 ans qu'on restreint les apports, qu'on fait des zones de protection, qu'on fait toutes sortes de choses. Résultat, c'est un gros zéro. La situation du nitrate en Europe ne s'est pas améliorée.
Ça fait 30 ans d'efforts. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réfléchi. Ah oui, mais c'est un gros pavé, hein. Ah ben, on se heurte à une fameuse institution et puis à des générations de personnes qui ont reçu le mauvais enseignement. C'est triste, mais c'est comme ça. Mm. Et je regardais un petit peu la bibliographie sur l'azote. En fait, c'est depuis les années 90 qu'on a énormément de connaissances nouvelles qui sont revenues. Et avant, dans la phase 90, on va dire les 70-90, tout a été basculé sur les nitrates, heureusement. Voilà. Mais bon, L'après, c'est un problème là de R&D quelque part. mais ce qui est surprenant, bon, il y a pas si, c'est en 2011, il y a eu le European Nitrogen Assessment, qui est une bible comme ça de Mark Sutton. Alors, tous les éléments sont là. Si on lit tous les chapitres, tous les éléments sont là pour comprendre. Mais quand on lit le préface et les conclusions du rapport, c'est curieux, ça n'apparaît pas. Et comme pour lire vite, on fait que le début et la fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les dernières questions. Sinon, en attendant que vous réfléchissez, il y a une question, c'est vrai, qui date de la première partie, qui m'intriguait aussi. C'est comment expliquer une forte présence de mycorhizes dans un blé qui est labouré en semis et semé au combiné herse rotative. Parce que c'est vrai que donc il y a des études qui ont été faites par le Centre de recherche agronomique wallon sur le développement d'une mycorhize en froment. Et un des agriculteurs du projet Génération Terre, donc de réduction phyto, y a participé. Plusieurs agriculteurs y ont participé. Et cet agriculteur est dans les 10 meilleurs, il est troisième, il est dans les 10 meilleurs, mais juste entouré de bio. Donc c'est assez interpellant parce qu'il n'a pas une rotation hyper diversifiée, labour, etc. Mais les mycorhizes font partie des plus présentes sur un réseau de 48 fermes. C'est quand même assez interpellant. Je ne sais pas pour le non-travail du sol, s'il y a des études sur les mycorhizes, etc. De votre côté. J'ai pas trop de retours sur la mycorhisation. En fait, on sait que c'est principalement la sélection des plantes qui a supprimé la mycorhisation. Quand tu as sélectionné du blé avec beaucoup d'azote, NPK et des nitrates, etc., ça supprime, en fait, ça supprime dans la reproduction des blés le gène actif sur la mycorhisation, il se met en dormance, voire on peut le perdre. Et on a beaucoup de blés qui ont perdu ces facultés à mycorhiser, notamment les blés modernes. Alors, c'est sans doute pas vrai pour tous les blés, d'accord? Ensuite, il faudrait se poser la question si cet agriculteur qui laboure, il n'utilise pas des blés de population ou des blés qu'il a depuis longtemps. Là, C'est-à-dire, l'étude a été faite sur la même variété de froment, donc en théorie, oui, c'est… oui, donc c'est la même variété de blé. Et puis la question qu'il faudrait se poser, c'est cette variété de froment, est-ce que cet agriculteur-là l'a depuis longtemps chez lui? Non, il l'a mis vraiment juste pour l'étude, parce que c'était la variété Chevignon, je ne sais pas si vous l'avez en France, Si. qui est relativement résistante, etc. Et voilà, l'étude voulait partir sur la même variété pour tout le monde, mais il me semble que c'est la première fois qu'il la met. Donc, Et on n'a pas encore de… peut-être que c'est une variété moderne qui est relativement bien mycorhizée encore, tu sais, parce que je la retrouve, moi chez pas mal d'agriculteurs en conservation des sols et elle se débrouille bien globalement. Donc après, les paradoxes des études, tu sais, je ne pourrais pas trop répondre, mais peut-être que Philippe il connaît plus que moi là-dessus. Non, malheureusement, je ne suis pas un spécialiste des mycorhizes, mais ça serait intéressant de voir l'ensemble de la biologie du sol, parce que les mycorhizes, en général, n'agissent pas seuls. Hein. C'est vraiment des organismes qui sont en interaction avec la plante, en interaction avec les autres microbes, bactéries, archées. Parfois, attends, j'ai encore occupé. La présence de minéraux peut vraiment aider à la colonisation des mycorhizes. Hein. Sur la potasse, le phosphore, tout ça peut agir également. C'est complexe. Et d'ailleurs, c'est des organismes très difficiles à étudier. Ah oui, on n'a pas encore beaucoup de nouvelles du côté du CRA non plus, mais voilà, ils vont approfondir l'étude, mais c'est pour voir si du côté de Conrad, il y avait d'autres pistes. Mais voilà.
Non, 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 je travaille avec Marc-André Sellos et puis Hervé Covès notamment, mais c'est un monde très complexe et on pense qu'on pourrait remycorhizer nos systèmes beaucoup plus. Et ça passe par une phase de resélection qu'on ne maîtrise pas tout à fait encore aujourd'hui. Donc, en fait, ce qui est sûr, c'est qu'on va enlever le phosphore chimique qui perturbe énormément les mycorhizes. Voilà. Mais à part ça, c'est pas, c'est un monde un petit peu étrange encore pour la totalité des agriculteurs. Ok, ok. Bah, s'il n'y a plus trop de questions, on a fait 3 bonnes heures de visioconférence, c'est déjà pas mal. Je pense que tout le monde est un peu fatigué. Donc, bah, un grand merci à tout le monde, spécialement à toi, Conrad, et merci à tous les intervenants. C'était très intéressant. J'espère que tout le monde a appris beaucoup de choses. Et, et voilà, si tu as un mot de la fin, Conrad. Eh ben, moi, j'ai un gros plaisir à faire ça avec vous. J'ai appris beaucoup de choses moi-même. Je pense que on va garder le contact parce que j'ai besoin de Philippe Delphos pour un certain nombre de sujets. L'idée, c'est de rééchanger parce qu'en France, on est un petit peu en panne aujourd'hui actuellement sur tous ces dossiers carbone, etc., flux et azote. Et c'est un gros, gros, gros dossier qui aura des répercussions énormes sur l'agriculture. Et donc, les formes d'azote, le flux, etc., c'est quelque chose qui est déterminant dans la construction des systèmes biologiques. Et donc là, bon, on va essayer de faire ça correctement. Donc, de toute façon, nous, on doit se voir au mois de juin. Je ne sais pas ce qui va naître du Covid, mais l'idée, c'était quand même de passer dans un certain nombre de fermes et de discuter pour voir comment on met en place nos systèmes de culture à partir de l'automne, en sachant que cette agriculture-là, sur la biologie, elle doit démarrer à l'automne réellement. Donc, on va un petit peu regarder ça avec les agriculteurs qui sont les plus volontaires de la bande parce qu'on démarre toujours comme ça. Ouais. Voilà. Donc, je vous remercie et puis bonne soirée.